bienvenue dans le 72 cast avec Tristan Lito de Cozy Cloud. Bonjour. Ouais, bonjour. J'essaie de te motiver parce que t'es malade, mais on va... Je suis malade comme un chien, je peux rien faire. Du coup, il faut tu es là. The show must go on. Je vais peut-être étant claquer sur le plateau, mais je serai là. Ce sera bon. Sérieux, on pète le nombre de vues. Hein. Ouais. Allez, vas-y, vas-y. Et Erwan, bonjour. Bonjour. On va pas me faire marrer. Vous voulez qu'on la recommence ou pas? Non, c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, on va parler de la loi, on va parler du code, on va parler de Apple, on va parler du FBI et de la relation entre les quatre. Ouais. Hein, Tristan? Apple Ouais, is si low. j'y arrive. Parce que la dernière fois, avec toi, on avait parlé de l'affaire Apple FBI, qui, si on résume en 30 secondes, consistait en... Eh bien que y a un terroriste dans une tuerie à San Bernardino qui a en Californie aux États-Unis en décembre, il avait le téléphone de son employeur qui était un iPhone et il y aurait peut-être ou pas des données intéressantes dedans et l'iPhone il est chiffré et donc le FBI demande à Apple de faire une version de iOS, le système d'exploitation de l'iPhone spécial avec des vulnérabilités dedans pour qu'on puisse voir l'intérieur du téléphone et Apple dit non, je ne veux absolument pas parce que ça mettrait tout le monde en danger. Voilà. C'est vachement bien résumé. Merci. Et donc... J'ai donné tout ce que j'ai, je crois que je vais m'arrêter maintenant, je vais revoir. tomber. Ok, bon, bah, potager du web. Et donc, Oui. eh ben, il y a une suite en fait à ça, et un angle qui est complètement différent. Je vais te ramener une anecdote qui se passe en 1983, où un certain Richard ou Matthew Stallman, Richard M. Stallman, donc est chercheur au MIT, il est mathématicien et informaticien, et son département reçoit une nouvelle imprimante. Seulement l'imprimante, the printer, et seulement elle est mal fichue. Et donc, Stallman demande le code source du driver de l'imprimante Pour gérer les bourrages papier. voilà, pour améliorer les problèmes de bourrage papier. Et là, le fabricant d'imprimante lui fait « Ah non, je suis désolé, c'est pas possible, secret industriel, trop précieux, je ne peux pas donner mon code source, vous risqueriez de le diffuser ou je ne sais quoi. » Et là, Stallman, qui est un garçon fort sympathique, mais pas connu pour sa souplesse, et ça l'a vraiment très énervé. Et en fait, parce qu'il a pris conscience que celui qui avait le code source avait le pouvoir sur les utilisateurs. Et cette même idée, elle a été réexpliquée un petit peu plus tard, en 99-2000. Donc juste la suite de l'anecdote, c'est qu'après ils ont... Ah bah, le mec, il a fait un truc qui s'appelle GNU Linux, quoi, si tu veux. Il a lancé le mouvement du logiciel libre. C'est le logiciel libre, il est comme ça. Ouais. Voilà, exactement. Ça a donné lieu à tout le mouvement du logiciel libre. Ça a été le moment séminal qui a lancé le logiciel libre parce que Stallman n'était pas content de cette histoire. Et donc un peu plus tard, c'est Lawrence Lessig, le créateur de Creative Commons, qui est juriste, qui a occupé des postes très importants au gouvernement américain. Lawrence Lessig a écrit un livre qui s'appelle « Le code et les autres lois du cyberespace ». J'ai un petit extrait vidéo. Ah ouais? Alors vas-y. Ah, c'est lui. And I pulled these ideas together in a book which I named Code and Other Laws of Cyberspace. And if there was a tweeting version of this book, it was this slogan, Code is Law. Oh ben voilà. C'est exactement la substantifique moelle de son livre, c'est que le code, c'est la loi. Effectivement, au XXIe siècle, on s'en rend pas forcément compte, et Stallman s'en est rendu compte en 83, et nous on le réalise pas forcément, mais celui qui fait la loi au XXIe siècle, c'est plus tellement le politicien, c'est plus tellement le Parlement qui va voter les lois, non. Celui qui décide de ce qu'on peut faire ou ne pas faire, c'est l'informaticien, parce qu'il écrit le code, le logiciel qui est utilisé par l'ordinateur respecte les instructions du code, et nous, comme on met de plus en plus d'informatique partout dans nos vies, dans nos smartphones, dans nos ordinateurs personnels, dans le cloud, et puis bientôt dans nos voitures, nos téléphones, nos frigos, etc. Et ben, en fait, on est soumis à un nouveau type de loi qui est la loi de l'informatique, telle qu'elle a été décidée par les informaticiens qui ont écrit le logiciel et surtout décidée par leur patron. Et alors, ça se traduit par des tas d'exemples où tu aimerais faire des choses, mais tu peux pas, parce que
l'informaticien, il a décidé que tu voulais pas. Alors les deux trucs que j'ai essayé récemment, je vais sur Twitter, je clique sur le lien, un lien qui mène sur un article du Figaro, qui me dit à chaque fois, voulez-vous installer l'application du Figaro? Mais non, crétin, ça fait 20 fois que je te dis, je veux pas. Mais alors que si tu cliquais sur des liens de libération.fr, tu n'aurais pas cette pop-up. Évidemment. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, mais du coup, je ne clique plus ni sur Le Point ni sur le Figaro à cause de ça, parce que ça m'énerve. Moi, j'ai pire en ce moment, je ne sais pas, je clique sur des liens et carrément, il me demande automatiquement, il arrive sur Google Play. C'est sur la page de téléchargement de l'appli direct et j'ai pas le choix. Oui, maintenant, la matinale du Monde m'a fait ça ce matin. C'est un peu flippant et je ne peux pas accéder à l'article. Voilà. Donc, si tu veux, le patron de l'informaticien, il a décidé que c'était comme ça. Et même si toi, tu veux juste lire l'article, eh bien, tu n'y as pas le droit parce que c'est ainsi que c'est fait. Alors, il y a des cas un peu plus pourris. Par exemple, maintenant, Instagram... Tu as un profil sur Instagram et tu peux dire, il paraît, oui, mais moi pour vérifier, j'étais obligé de réinstaller Instagram et d'accepter des trucs où il me siphonne toutes mes données dans mon téléphone. Je me dis, mais vraiment, j'ai donné mon corps pour la science, quoi. Enfin, mes données aussi, tu veux. Et tu peux mettre un profil, enfin un lien. Donc ça peut être un lien vers ton compte Twitter ou ton compte LinkedIn. Et j'ai essayé avec mon compte Telegram, la messagerie sécurisée. Et ben là, c'est pas possible. Et pareil pour Snapchat. Voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient un nombre de sites préenregistrés qu'ils acceptaient dans ces liens. Non. Instagram vient Il t'en met qu'un seul, mais il refuse que tu mettes un lien vers Telegram. Et là, tu as un message d'erreur. Désolé, ceci n'est pas supporté. Ils viennent de supprimer Telegram et Snapchat. Tu peux pas mettre ton Snapchat non plus. Donc tu vois, il y a... Et ça, si tu veux, c'est un vrai problème parce qu'on n'a jamais voté pour ça. En fait, on n'est pas représenté. La loi, elle s'applique à tout le monde, mais au moins, on décide de qui va la voter et c'est des représentants des citoyens. Ça, c'est l'ancien monde. Et le nouveau monde, ça vient avec le produit que tu as. Puis quand tu vas essayer, pareil, de migrer... Oui, parce qu'on ne va pas voter une vraie loi disant que les applications sont obligées d'accepter dans le lien du profil tous les sites d'autres réseaux sociaux. Enfin, c'est ridicule. Exactement. Donc, et du puis, coup, ça va tellement plus vite aussi. Il y a un flou qui laisse les éditeurs de logiciels faire ce qu'ils veulent. Exactement. Et les autres... De toute façon, les exemples aujourd'hui, il y en a partout. C'est le flux Facebook. Enfin, le flux Facebook où on était habitué. Alors, il y a longtemps maintenant, parce que on finit par s'habituer à tout. Mais avant, on avait toutes les actus de tous nos amis tout le temps, et c'était un flux qui se mettait à jour automatiquement, mais on avait tout. Et là, aujourd'hui, on n'a plus tout, et c'est très difficile. Sauf si tu payes. Ouais. Si toi, en tant que si tu publies et que tu payes, là, tu es sûr qu'il y a plus de gens qui vont recevoir mais c'est quand tu suis, par exemple, tu as envie de suivre la page soit d'un artiste que tu aimes bien, soit même d'une société ou d'un truc comme ça, parce que tu as envie de suivre leur actu, un podcast, une émission de télé ou tout ça, et ben tu ne vas pas recevoir les news automatiquement. Et là, pour le coup, on est sûrement dans Codislow, parce que on est victime de ça et on ne peut rien faire contre. Sauf à quitter Facebook, ce qui est une alternative. Oui, sur la page Facebook d'écran, on a plusieurs milliers d'abonnés. Quand on publie un lien, si on a de la chance, 24 heures après, il y a marqué 211 personnes atteintes, quoi. Ouais. Et les autres, ils ne l'auront pas montré, ils n'ont pas fait venir parce qu'ils auraient préféré qu'on paye. Ben voilà. Et d'ailleurs, j'ai lancé la page Facebook du 56cast, si vous voulez vous abonner. Ça ne sert donc à rien, vu que Facebook ne va pas vous montrer. Non, mais maintenant, alors, ils ont... Je peux finir ma rubrique ou... Non, mais attends, ils n'ont pas rajouté un truc Facebook où tu mets voir les publications de cette page qui permet de dire que cette page, tu veux la voir un peu plus souvent que les autres? Je sais pas. Moi, j'y vais jamais. Ouais. Bref, Codislow. Bref. Ouais. Et alors, fast forward en 2016... où évidemment le gros problème c'est le terrorisme et il y a l'angle que je voudrais amener, c'est que finalement aujourd'hui on voit deux types de pouvoirs qui s'affrontent dans Apple versus FBI. C'est les parlementaires qui eux sont censés voter les lois et les informaticiens. Et c'est ça Apple contre le FBI. C'est les anciens qui veulent pas se laisser faire par les modernes. C'est ainsi que le député des Républicains Éric Ciotti a dit il annonçait depuis son iPhone qu'il fallait donc interdire à Apple
de vendre des iPhones en France tant qu'ils n'accepteraient pas de déchiffrer et de mettre une backdoor, une porte dérobée dans l'iPhone, quoi. Donc il y a vraiment une tentative de reprise de pouvoir de l'ancien monde contre le nouveau, quoi. Mais finalement, ça arrive infiniment trop tard. C'est-à-dire que en fait, le code fait déjà la loi, c'est déjà imposé. Les iPhones se sont vendus par wagon entier en France. Donc en fait, arrivé 8 ans après, ou je sais pas, oui c'est ça, enfin 6 ans après la sortie de l'iPhone, non c'est plus que ça d'ailleurs, bref. 2007. 2007, voilà, donc on est pratiquement 10 ans après, en disant on va vous interdire l'iPhone, enfin ils n'ont pas réagi avant. C'est des choses qu'ils laissent faire de toute façon. Enfin, après, est-ce qu'il faut réglementer, est-ce qu'il faut pas réglementer? Ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on n'a jamais voté pour être dépendant des lignes de code d'un informaticien lambda. Voilà. Mais t'as voté en achetant le produit, finalement. Ouais. Mais sauf que au moment où tu le fais, t'as pas conscience de ce que tu fais. T'achètes un iPhone parce que il est beau, la publicité, machin, etc. Et que ça te fait envie. Et puis après, ça y est, c'est le doigt dans l'engrenage. Et c'est En plus, les règles changent. Hein. Tu achètes un iPhone, après il y a une mise à jour du logiciel qui, tout d'un coup, a un chiffrement obligatoire qu'il n'y avait pas avant. Enfin, tu n'as aucun contrôle sur les évolutions futures. Est-ce qu'ils ont une chance de reprendre la main? Non. Non, mais franchement, alors, ça ne veut pas dire que le politique doit baisser les bras. Il y a des tentatives, par exemple, sur la portabilité des données, qui sont importantes, justement. Parce que dans la mesure où on n'est plus dans une situation où tu votes pour un parlementaire qui va voter pour des lois, mais tu achètes un produit qui décide pour toi ce que tu as le droit de faire ou pas, il y a une initiative qui est la portabilité des données, où, par exemple, une loi exigerait de la part des fournisseurs de technologie qu'on puisse prendre ces données et pour les mettre ailleurs. Parce que le pire, évidemment, c'est que si tu achètes un jour un iPhone ou un Android et puis après tu es coincé pour toujours dans ce système-là parce que tu veux pas perdre tes applications, tu veux pas perdre tes données, etc. Là, pour le coup, tu n'as plus du tout de pouvoir en tant que citoyen. Donc avec la portabilité des données, au moins, tu peux te dire « Ciao, bye bye, j'abandonne votre système qui me convient pas, je prends mes données et je vais les porter ailleurs. » Et donc là, c'est un endroit intéressant où le politique, finalement, il redonne le pouvoir à l'utilisateur pour qu'il puisse aller jouer ailleurs. Alors on votera toujours pas pour le code des informaticiens, mais au moins on aura la liberté de quitter un système pour un autre. Ce qui est marrant dans l'affaire, alors je ne sais pas si on était allé aussi loin sur l'affaire Apple et FBI la dernière fois, mais dernièrement, Apple a annoncé qu'ils allaient aller encore plus loin, qu'ils allaient encore beaucoup plus crypter les données de leurs utilisateurs et surtout qu'ils allaient eux-mêmes se retirer la possibilité d'y accéder de quelque manière que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont le problème aussi avec cette toute puissance du code, c'est qu'il est pas. En fait, c'est que ça va très vite. Il suffit qu'on change 3 lignes de code et que ce soit adopté par des millions d'utilisateurs pour que ce soit très très difficile de revenir sur ces 3 lignes de code. Et ce que fait Apple, c'est finalement prendre tout le monde de vitesse, c'est-à-dire se retirer à lui-même la possibilité d'aller à l'intérieur des téléphones de ses clients. Comme ça, le FBI ou le Parlement ou le Congrès américain pourra toujours leur demander. Eux-mêmes ne pourront même plus proposer ça. C'est assez marrant d'avoir cette course comme ça. En crypto, c'est l'approche qu'on appelle zero knowledge, où en fait le fournisseur de technologie, même si on lui met le couteau sous la gorge, il n'a pas connaissance des données chiffrées et il fait désolé, vous pouvez toujours m'égorger, je peux pas donner les données de mon client, elles sont chiffrées et je n'y ai pas accès. Mais c'est déjà ce qui se passe un petit peu dans la situation actuelle, sinon on leur demanderait pas de faire un autre. Oui, mais c'est à deux niveaux, c'est-à-dire que ton iPhone il est chiffré actuellement, mais il fait des backups qui ne sont pas chiffrés. Et là, Apple a dit, maintenant, je vais faire un système tel que même les backups sont chiffrés. Et alors là, je pourrais, mais alors, absolument rien faire. Mais la problématique actuelle, elle reste d'actualité. Mais le téléphone de San Bernardino, là, le backup, il est chiffré ou pas? Non. Alors pourquoi le FBI n'accepte juste pas le backup? Ils ont fait une connerie en fait. Ils ont fait une connerie. Ils y ont accédé. Ah oui, ils l'ont effacé. Et en fait, ils ont demandé à changer le mot de passe et ils ont merdé et du coup, ils se retrouvent avec un truc. J'ai oublié cette subtilité, c'est vachement bien ça. C'est des vrais bras cassés au FBI en prime.
Parce que Apple c'est vrai qu'ils font chevalier blanc et ils se rachètent un peu une virginité sur cette affaire-là. Sauf que l'Apple Cloud, comment ça s'appelle, l'iCloud, ils filaient tout ce que le FBI voulait, ils le filaient. Enfin, oui, clairement. Ça fait partie de Snowden, de tous les affaires révélées par Snowden. Et comment ça s'appelle, le Celebgate aussi, c'était ça. Quand toutes les photos de stars, les stars à poil, ça elle venait principalement d'iCloud. Donc c'était pas forcément sécurisé. Et parce que en fait, des pirates avaient réussi à obtenir des restaurations d'iPhone. Genre, ils se faisaient passer pour un iPhone. Ils disaient, j'ai tout. Ils se faisaient passer pour la star en disant, j'ai craché mon iPhone, je voudrais récupérer mes données. Et ils réussissaient à récupérer ces données qui étaient. Voilà. On leur posait une question du genre, quel était le nom de votre premier animal de compagnie? Voilà, exactement. C'est marqué dans toutes les interviews et puis. Non, c'est bien. Et mais en fait, alors juste peut-être pour terminer, mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans le cas précis qui fait l'actualité aujourd'hui, Apple FBI, c'est vrai que intuitivement, on n'est plus du côté d'Apple. Enfin, moi, ça m'arrache la gueule de le dire, mais voilà, Apple joue un peu le rôle des gentils qui protègent les données des utilisateurs, contre n'importe qui pourrait venir regarder à l'intérieur. Mais finalement aussi, ce code is law, il faut aussi rappeler que c'est pas forcément toujours au bénéfice des utilisateurs. Ah bah non, clairement, le coup avec Instagram versus Telegram, on est les dindons de la farce. Quand ils t'empêchent de migrer tes données d'un système vers l'autre, c'est pareil, c'est pour te retenir. Donc c'est vraiment très ambivalent. Donc, il y a un autre sujet où j'aimerais bien qu'il y ait une bonne grosse guerre entre le code des logiciels et le code de la loi. C'est la censure sur Facebook, les tableaux qui sont censurés parce qu'il y a un sein dedans, parce que... Oui, ou l'allaitement, ou des choses comme ça. Ou l'allaitement, ou tout ce que les gens postent, et que Facebook a décidé qu'ils ne pouvaient pas supporter ça, alors que dans nos pays où on a la liberté d'expression, on a le droit de le dire, mais sauf qu'ils font quand même ce qu'ils veulent. La règle de la CGU. Ça, c'est autre chose. CGU is law aussi. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi le contrat. Enfin, ça rentre aussi dans ce genre de choses. Merci. Bon, voilà, j'ai terminé. Tu peux mourir. Voilà. Est-ce que tu aimes le ski? Non. Tu aimeras ce ski, Tristan. C'est le skieur Candide Tovex, qui est un skieur français de freeride. Tous les ans, il fait une vidéo qu'il appelle One of Those Days, l'un de ces jours, où il fait une descente folle, complètement what the fuck, et spectaculaire, et super préparé à l'avance, c'est balisé. Ouais. Mais je crois que j'aimerais pas du tout. C'est trop bien. Tu peux. Il n'est pas terrible, pas beaucoup de neige quand même. C'est exprès. One of those days. Sur l'herbe, normal. Tout va bien. Et là. Non. Ne refaites pas ça à la maison. Mais à la fin, il attrape le truc de l'hélicoptère qui l'emmène et il se soulève au-dessus du lac et il y a une vue générale du lac. C'est vachement bien. Ça dure 5 minutes en tout, c'est super. Alors le potager du web, c'est les jeux chronophages qui s'appellent les idle games. Est-ce que vous savez, on va parler du monde. Le monde va mal. Pourquoi le monde va mal? À cause du capitalisme, de l'ultracapitalisme qui ne fait que recréer des inégalités et accroître la pauvreté dans le monde. Et tout ça pourquoi? Je vous le demande. Parce que les gens adorent regarder des chiffres augmenter. Les gens adorent regarder des chiffres grossir, notamment les chiffres de leur compte en banque et tout ça. Et donc on pense plus à rien, on ne pense qu'à ce chiffre qui grimpe. Et bien c'est la base des idle games. Les idle games, c'est regarder un chiffre qui grimpe. Avec quand même, vu que c'est un jeu, tout faire pour qu'il grimpe de plus en plus vite.
Encore là, voilà, le capitalisme, c'est tout ça, c'est ça, exactement. Alors qu'est-ce que c'est un idle games? Prenons l'exemple de cookie clicker. Cookie clicker, c'est quoi le principe? Cookie clicker, il faut cliquer sur un cookie. Alors le cookie est une image, Tristan. Le cookie représente quelque part, c'est l'unité de mesure qu'on pourrait qualifier de dollars, de euros, tout ça. Mais là, c'est un cookie. Non, parce que ça marcherait pas autant si c'était des dollars ou des euros. Il y a un truc ironique dans le cookie. Ouais. C'est comme celui dont tu vas parler après, Candybox, le fait que ce soit un bonbon. Je pense que c'est si dérisoire et si... Tu vois, il y a de l'ironie là-dedans. Ouais, peut-être. Peut-être que je n'ai pas perçu l'ironie. Mais c'est pour ça que le monde va mal. On clique sur un cookie et on obtient un cookie. Et si on clique sur 10 cookies, on peut acheter un clicker de cookies qui va cliquer sur le cookie automatiquement toutes les 10 secondes. Tu vois, il va t'aider à cliquer sur le cookie. Donc évidemment, de 10 cookies en 10 cookies, on a plein de clickers de cookies. Et arrivent les 100 cookies où nous achetons une grand-mère qui, elle, va produire un cookie par seconde. Oui, oui, oui. Et puis l'usine, la ferme, l'usine, la mine, le portail spatio-temporel, la fissure dans l'espace-temps, tout ça, ça va produire du milliard de cookies. Ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, cookie clicker. On regarde. Et à la fin, tu comptes en milliards de cookies, c'est ça? Non, tu comptes en 10 puissance 53, 10 puissance 55 cookies. Enfin voilà, on est... Et alors, il y a un truc du genre, à un moment, tu peux rebooter le jeu et tu repars à zéro cookie, mais tu as un bonus qui va te permettre de recommencer du début un peu plus vite, c'est ça? C'est tout le principe, parce qu'évidemment, plus on a de cookies, plus on produit des cookies. Donc, on finit par s'ennuyer. Mais donc, on va recommencer à zéro avec un bonus de 150, 200, 800, 900% sur ta production de cookies et tout ça. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est l'idle games. Ça vient de idle. Idle, terme que tu connais bien, puisque c'est le nom de ce processus qui est en sommeil, c'est un côté passif, attente. Voilà, attente, il attend, et voilà, c'est ces idle games finalement, c'est ces jeux qu'on met dans un onglet dans Firefox, dans son navigateur, c'est dans un onglet qui tourne tout seul. On a acheté suffisamment de fermes, de mines à cookies, de choses comme ça. Et puis, de temps en temps, toutes les 10 minutes, un quart d'heure, tous les jours, toutes les semaines, on y va et puis on réinvestit ces cookies pour produire plus de cookies. Et en fait, le principe de ces idle games est complètement con. Hein, on est d'accord, c'est complètement débile de produire des cookies. Surtout de recommencer à zéro. Ouais, surtout de recommencer à zéro. Surtout de lancer un nouvel idle games. Qu'est-ce qu'il y a de plus con que de regarder, ah tiens, il y a un nouvel idle game qui vient de sortir, c'est exactement le même principe, et ben je vais essayer. Tu vas t'embarquer, tu le fais quand même. Et tu le fais quand même. Alors, après, il y a des innovations graphiques quand même. Il y en a plein. Alors, sachant que Cookie Clicker était un des premiers grands idle games, qui est sorti en 2013, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et quelques mois plus tôt, il y avait un Candybox. Alors, c'est marrant, c'est deux projets français qui ont été créés en France. C'était un peu la même chose, où on achetait des bonbons qui créaient des champs de bonbons et des choses comme ça. Ouais, mais Candybox, il est minimaliste. Il est minimaliste, c'est en fait c'est en ASCII art. Donc ça crée en plus une sorte de relation comme ça à l'objet qui était pas mal. Et en fait, le truc, étonnamment, ça cartonne. C'est-à-dire que les gens, comme je le disais en introduction, adorent regarder des nombres qui grimpent et qui grimpent de plus en plus vite. C'est pour ça que le monde va mal. Voilà, on est d'accord. Et en fait, les gens adorent, les gens laissent ouvert cet onglet et reviennent tous les jours. Alors pour un site web, c'est un peu le Graal quand même, que des gens reviennent, laissent ouvert l'onglet, reviennent tous les jours. Enfin, c'est un peu le... Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Et on pourrait pas sauver la presse comme ça? T'imagines? Idle Press. Mais oui! Mais bien sûr! Mais t'intègres un idle game dans ton site et les gens ils sont obligés de la laisser ouverte. Voilà. J'aurais pas dû le dire tout fort. Ouais, c'est foutu. Bref. On va arrêter l'émission là, il faut qu'on retourne vite au bureau. Et du coup, évidemment, le nombre de clones de nouveaux idle games, ça s'est multiplié. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que sur les plateformes de jeux en ligne, de jeux sur navigateur, c'est très facile de repérer le nouvel idle game parce que c'est le jeu le plus joué. Évidemment, les gens, dès qu'il sort et dès que ça marche un petit peu, ils trustent la place des jeux les plus joués pendant des mois et des mois parce que les gens laissent ouvert leur navigateur et reviennent tous les jours, comme j'ai déjà dit. Donc forcément... Le nombre de fois que tu arrives sur Congregate et tu fais « Ah, c'est quoi ça ?» Eh ben, c'est un idle. Non, don't. Et en fait, ce qui est assez marrant là-dedans, c'est que... Donc,
il y en avait plusieurs. On va présenter par exemple Adventure Capitalist, qui est quand même le must de l'Idle Games, parce que là, il n'y a rien d'autre que ce chiffre qui grimpe. Là, on gagne des quintillions. Alors en fait, on achète des producteurs de citrons, puis des producteurs de journaux, et puis on finit d'avoir des producteurs de pétrole et des banques et ce genre de choses. Et finalement, on finit par avoir des fortunes qui se chiffrent en 10 puissance 55, 10 puissance 72, 10 puissance 83, ce qui ne résume, enfin, ça ne relie à rien de réel. Mais voilà, il y a cette sorte de fascination comme ça pour les chiffres qui grimpent. On y passe des heures. Moi, j'ai un problème. En fait, j'ai une espèce de grosse faiblesse, c'est que je suis très très sensible à l'addiction. C'est-à-dire que tu me mets un truc où il y a une possibilité d'addiction, je tombe, je chute. C'est une catastrophe. J'ai laissé ouvert Adventure Capitalist pendant des plombes. Après Cookie Clicker, après il y avait Crusader of Lost Idols qui pareil, c'était exactement la même chose. On avait des troupes et puis il y a pire que toi, hein. Tu sais qu'on a un collègue qui est perdu depuis plusieurs années maintenant dans Cookie Clicker. Alors en fait, les gens essayent de modifier un peu ce principe. Alors c'est toujours la même chose, hein. Le principe même, c'est on produit quelque chose automatiquement et on achète des unités qui vont permettre d'en produire plus. Voilà, c'est la base du truc. Il y avait Clicker Heroes, par exemple, là où c'était assez intéressant en Clicker Heroes parce que on avait un personnage et on gagnait de l'expérience et il devenait de plus en plus puissant et il battait des monstres de plus en plus forts. Et là où c'est intéressant Clicker Heroes, c'est que finalement on arrive au cœur de cette Idle Games qui est finalement... Ça avait commencé un peu comme ça avait commencé en 2002 avec un jeu qui s'appelait Progress Quest, c'était un peu le premier Idle Games. Progress Quest, c'était quoi? C'était une espèce de parodie de EverQuest, qui était un jeu de rôle en ligne qui était très connu à l'époque, où dans EverQuest, ce jeu de rôle, on passait des plombes à tuer des animaux à la con dans des déserts pour gagner de l'expérience, pour que son personnage devienne plus puissant. Donc le mec a dit, c'est con de passer son temps à tuer des rats, autant que je fasse un truc où on progresse tout seul. Et en fait, finalement, ça met en exergue tous ces mécanismes dans les jeux vidéo qui sont la progression passive, la progression par expérience de ton personnage, où finalement c'est ton personnage qui progresse, mais c'est pas toi en tant que joueur. C'est-à-dire que toi en tant que joueur, tu n'as aucun talent en plus. Tu n'as rien appris, c'est juste que tu as passé ton jeu à cliquer pour tuer des monstres à la con et ton personnage devient de plus en plus puissant. C'est la base addictive d'énormément de jeux vidéo aujourd'hui. Vaguement une petite stratégie du genre, est-ce que je reste sur des monstres plus faibles pour gagner de l'argent plus vite ou est-ce que j'en prends des plus forts et ça me rapportera plus d'argent mais plus lentement? Est-ce que tu achètes plus d'usines à citron ou tu attends pour t'acheter un puits de pétrole? J'ai déjà fait des tableurs pour vérifier ce genre de questions. Mais oui, mais finalement, on se rend compte que c'est le cœur des jeux de rôle, notamment des World of Warcraft, des MMO, de ça, c'est cette mécanique addictive qui permet de vous regarder grimper des chiffres et pour devenir de plus en plus puissant. Et c'est cette sorte de condamnation en faux, enfin en négatif quoi, qui est assez rigolote à voir. Après, évidemment, on arrive à des idle games qui deviennent ultra compliqués. Le dernier en date, qui est évidemment le plus joué sur la plateforme Congregate en ce moment même, s'appelle Realm Grinder. Et là, ça devient ultra compliqué, c'est-à-dire qu'il faut gagner des quintillions et des brouettes d'argent pour arriver à un niveau où le jeu va changer complètement. C'est-à-dire qu'il va rajouter des fonctionnalités, il va rajouter des nouveaux trucs qui vont complètement changer le jeu lui-même. Et donc, en fait, c'est des jeux qui ont une durée de vie qui se compte en mois. Il y a des gens, en fait, Realm Grinder est sorti en septembre 2015, et quand on va dans les forums aujourd'hui, il y a des gens qui étaient là en septembre 2015 et qui continuent à jouer, parce que finalement, augmenter la durée de vie d'un idle games, c'est pas très compliqué, vu qu'il suffit de mettre des choses. Si par exemple tu es à 10 puissance 55, c'est ta somme maximale, et ben tu fais une petite ligne de code dans ton programme informatique, et puis tu mets, non, maintenant le maximum c'est 10 puissance 84. Vous en avez pour 2 ans de plus. Voilà. Et les gens, ils fonctionnent. Ils restent là. Ouais. Parce que finalement, un onglet ouvert dans son navigateur, ça prend pas beaucoup de place. Oui, c'est ça, ça demande pas grand-chose. Voilà. Sauf du temps. Dont nous avons tous, on sait pas. Consommation électrique. Et de la consommation électrique. Oh là là, rabat-joie. Et c'est pour ça que le monde va mal. Parce que des gens adorent regarder des chiffres qui grimpent. Et tu portes une lourde responsabilité là-dedans. Et oui, j'assume. Pas trop, mais voilà. Sur ces mots déprimants, on va regarder un petit chat, hein, je crois. Je vous pose la question, à quoi servent les muscles quand on a la technologie? À rien. À rien.
Grâce au talent du scénariste, doubleur, Stephen Hawking, youtubeur. d'ailleurs, il le dit. C'est vrai. Parole de chat, c'est un youtubeur français qui prend des vidéos de chats qui existent déjà, il demande l'autorisation au propriétaire de la vidéo et il rajoute sa voix débile par-dessus et il invente des situations aux chats. Des fois c'est pas très drôle, des fois c'est du génie. Tu sais, c'est lui qui avait fait les deux chats qui font comme ça là, dansons la capucine. Elle a fait des millions de vues celle-là. Vous l'avez forcément vue toi aussi? Non, même pas. Si tu l'as vue mais t'as oublié. D'accord. Bon, et ben l'une de ces dernières, c'est sur un chat qui met sa tête dans un sac en papier et ça devient un casque de réalité virtuelle. C'est un Oculus Rift pour chat. Oh. Projection multidimensionnelle, test numéro 1. T'es prêt? Oui. Alors, essai numéro 1, projection multidimensionnelle via sac en papier. Go! J'y suis. Oh, c'est incroyable. Ok, Zam, tu m'entends? Oui, c'est incroyable. Très bien, rappelle-toi l'entraînement. Garde ton calme. Oui, et qu'est-ce Zam, que je... tu m'entends? Oui, qu'est-ce que je fais? Respire calmement. Je stresse. Surtout ne recule pas. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je Ok, recule. annulez la mission. Je répète, annulez la mission. Zam, ça va? C'est fou. J'y étais. Mais vraiment. Voilà. Il y a le côté mythique en même temps. Hein. Ouais, non, c'est bien, ouais, super. C'est... C'est tout, hein. Ça, j'ai rien de plus à dire. À la semaine prochaine, quoi, non? Merci Tristan. Je crois que je vais démissionner. Mais non. Oh. N'importe quoi, pas toi. Non, c'est gentil. Allez, salut. Ciao.